Il y a encore une course vers la Lune, ou peut-être qu'elle n'a même pas encore commencé. Plus de 50 ans se sont écoulés, mais les empreintes de pas des 12 astronautes des missions Apollo sont toujours là, intactes. C'est comme un trophée silencieux de la guerre froide, préservé à la surface de la Lune. Un symbole de puissance et des millions de dollars dépensés à l'époque, juste pour être les premiers dans l'espace. Aujourd'hui, la NASA veut y retourner grâce au programme Artemis. Le plan ? Revenir sur la Lune non seulement pour laisser une trace, mais pour y rester. Une présence permanente, un investissement à long terme, une étape où il n'est plus seulement question de science, mais aussi de l'économie de la future industrie spatiale. À l'origine, leur objectif était de revenir d'ici 2024, mais comme beaucoup de grands projets, surtout ceux qui valent des milliards, ce n'a pas été aussi facile. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Le 16 novembre 2022, Artemis 1 a été lancé. C'était une mission d'essai sans équipage pour tester la fusée SLS et la capsule Orion. Réussi, mais ce n'était que le début. Artemis 2 devait suivre, cette fois avec un équipage. Le lancement est prévu pour début 2026. Mais devine quoi ? Jusqu'à présent, elle est toujours sur la rampe de lancement. Aucun décollage, aucun progrès. Et chaque jour de retard équivaut à de la triche. Des dépenses supplémentaires pour la maintenance, la main-d'œuvre, jusqu'aux coûts opérationnels qui atteignent des millions chaque jour. Alors, que se passe-t-il vraiment avec Artemis ? Vont-ils pouvoir partir bientôt ? Ou y a-t-il un problème plus profond qui commence peu à peu à apparaître ? Des problèmes techniques qui empêchent Artemis 2 jusqu'à la nouvelle surprenante que Artemis 3 pourrait ne pas pouvoir atterrir sur la Lune tout de suite. C'est une histoire de science, de stratégie et d'argent. Parce qu'en réalité, le retour sur la Lune n'est pas seulement une question d'exploration. C'est un énorme pari économique. Le programme Artemis peut être considéré comme l'un des projets d'ingénierie les plus complexes jamais réalisés par l'homme. Son objectif est d'établir une présence durable sur un autre monde. Cela signifie des dépenses continues, des investissements continus et une pression constante sur le budget du gouvernement. Cela s'était annoncé en 2017 comme le programme phare de la NASA. C'est un peu comme un redémarrage de l'ère Apollo, mais en plus grand, plus avancé et plus coûteux. Dans les années 1960, ils ont atteint la Lune en 8 ans. Pourquoi qu'avec notre technologie actuelle, cela semble-t-il encore plus difficile ? La réponse est simple. Les enjeux sont plus élevés, les systèmes sont plus complexes, les matériaux coûtent coin plus cher et les attentes du monde sont plus grandes. Même pour les investisseurs et les contribuables, 9 ans après l'annonce, nous en sommes encore loin. Maintenant, l'objectif immédiat de la NASA est Artemis 2. C'est la première mission qui ramènera des humains près de la Lune depuis 1972. Mais ils n'atterriront pas encore. Le but pour l'instant est de prouver que les systèmes de survie, de navigation, de communication et de sécurité fonctionnent. Tout ce qui est essentiel pour l'exploration de l'espace lointain. Une mission de 10 jours, 4 astronautes à bord. Et à l'origine, elle était prévue pour le début de 2026. Mais à cause des problèmes successifs, les retards se sont accumulés. De février, c'est passé au 6 mars, puis au 1er avril, et ce n'est toujours pas certain. Tout changement de calendrier engendre des coûts supplémentaires et chaque retard affecte la chaîne d'approvisionnement, les sous-traitants et la confiance du public. Maintenant, voyons où les problèmes ont commencé. 17 janvier 2026. La fusée SLS et le vaisseau spatial Orion ont été amenés à la rampe de lancement 39B déplacement réussi. Mais c'est à peu près là que les choses qui allaient bien se sont arrêtées. Lors de la première répétition générale avec remplissage, une simulation complète du ravitaillement et du compte à rebours a eu lieu. Un problème de fuite d'hydrogène liquide a été détecté immédiatement. Et ce n'est pas rien. L'hydrogène est la plus petite molécule de l'univers, et il doit être maintenu à une température extrêmement basse, moins de 152 degrés. Celsius, c'est extrêmement difficile à contrôler. Même une petite fuite représente déjà un grand risque. On ne peut pas l'ignorer. C'est pourquoi il a fallu remplacer les joints et réparer les systèmes au sol. Échec numéro 1. Le deuxième répétition générale avec remplissage a suivi le 19 février. C'était mieux. Ils ont pu charger 2,6 millions de litres d'hydrogène et d'oxygène. Aucune fuite. Tous les tests ont été effectués. Ça semblait prêt, mais le problème n'était pas encore terminé. Après le test, pendant les procédures de routine, les ingénieurs ont encore remarqué quelque chose. L'écoulement de l'hélium n'était pas correct. Et là, c'est devenu sérieux. L'hélium est utilisé pour maintenir la pression dans les réservoirs de carburant et pour nettoyer les conduites du moteur. S'il y a un problème ici, tu n'as pas de propulsion.
Ça veut dire pas de décollage. Le problème a été localisé à un joint et une clapet anti-retour. Mais le plus gros souci, c'est que ça ne peut pas être réparé pendant que la fusée est sur la rampe de lancement. Alors ce que la NASA a fait, ils ont ramené toute la fusée, qui fait presque 98 mètres de haut, dans le bâtiment d'assemblage des véhicules. Imagine, c'est une opération vraiment énorme. Chaque mouvement coûte des millions. La logistique, la main-d'œuvre, l'équipement, tout a un prix. Et plus le temps passe, plus le coût total du programme Artemis augmente. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de technologie. C'est une course contre le temps, le budget et la confiance du monde entier. Alors la question est, allons-nous vraiment pouvoir retourner sur la Lune ? Ou bien le plus grand obstacle n'est-il pas l'espace lui-même, mais le coût pour y parvenir ? Des fuites à répétition. Ce n'est pas qu'un simple désagrément. En réalité, ce sont des signes d'un problème bien plus grave. Parfois, plus la technologie est avancée, plus il y a de choses qui peuvent tomber en panne. Pour Artemis, il y a beaucoup plus de nouveaux systèmes par rapport à Apollo, et qui c'est plus compliqué, plus cher. Et chaque composant supplémentaire, c'est un risque en plus. Et il y a un autre problème. Ils ne lancent pas souvent. En novembre 1967, la Saturn V a volé pour la première fois avec Apollo 4 moins de 2 ans plus tard. Apollo 11 était déjà arrivé sur la Lune. Aujourd'hui, la fusée SLS a volé pour la dernière fois en 2022 pour Artemis 1. Il s'est écoulé presque 4 ans entre les deux vols. Cela signifie que ce ne sont pas seulement les machines qui rouillent, les gens aussi. Selon Jared Isaacman, si vous ne lancez ce genre de fusée qu'une fois tous les 3 ans, il se produit ce qu'on appelle une atrophie des compétences. En d'autres termes, il manque de pratique. Et à ce niveau de projet, même une petite erreur peut coûter des millions de dollars. C'est pourquoi le plan actuel de la NASA est d'augmenter la fréquence des lancements, les organiser une fois tous les 10 mois pour que l'équipe reste performante, pour que les compétences ne rouillent pas. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un projet. En réalité, Artemis 2 n'est même pas encore parti. Maintenant, au-delà des fuites et des problèmes techniques, il y a une réalité encore plus lourde à affronter. À quel point ce qu'ils font est-il vraiment risqué ? Cela fait plus de 50 ans depuis la dernière fois qu'un humain a voyagé au-delà de l'orbite terrestre vers la Lune. Et récemment, on a remarqué que la NASA évite de répondre directement à une question. Quelle est la probabilité que la mission échoue ? Ou plus directement, y a-t-il une possibilité que quelqu'un meure ? À l'époque d'Apollo, les gens acceptaient le risque élevé. Tout était nouveau. Tout était inconnu. Et ils étaient prêts à risquer cela pour réussir. Mais aujourd'hui, c'est différent. Nous savons déjà que c'est possible. C'est pourquoi le monde tolère moins les accidents, surtout lorsqu'une vie est en jeu. Et il n'y a pas que des vies en jeu. Si ça tourne mal, ce ne serait pas seulement l'équipage qu'on perdrait. Il y a aussi des milliards de dollars d'investissement, la réputation de la NASA et la confiance du public. Un seul incident de type A et tout le programme pourrait être définitivement arrêté. Revenons sur Artemis, un après 2 lancements annulés. La mission a finalement décollé le 16 novembre 2022 depuis Cap Canaveral, en Floride. C'est la première fois que le SLS sort à nouveau. C'est la toute première fois. La mission a duré 25 jours et 10 heures et à la fin, elle est revenue sur Terre avec succès. Une grande victoire. Cela a prouvé que nous pouvons encore retourner sur la Lune avec une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux. Mais même si c'était un succès, certaines découvertes ont été faites après. Et c'est là qu'un nouveau problème a commencé. L'un des problèmes les plus critiques, c'est le bouclier thermique de la capsule Orion. L'un des problèmes les plus critiques, c'est le bouclier thermique de la capsule Orion lors du retour sur Terre. La vitesse atteint 40 000 km/h. Mais lors de l'inspection après le vol, on a constaté que le matériau appelé Avcoat s'était écaillé et avait été érodé à plus de 100 endroits. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cela ne s'est pas produit à l'époque d'Apollo, alors que le même matériau avait été utilisé. Cela signifie qu'un événement inhabituel s'est produit et qu'avec des personnes à bord, cela aurait pu être catastrophique. Lors de l'enquête de la NASA, ils ont découvert que pendant la rentrée de la capsule, des gaz se formaient à cause de la chaleur intense. Normalement, ces gaz s'échappent. Mais dans ce cas, ils sont restés piégés à l'intérieur du matériau. C'est comme une cocotte minute. Au fil du temps, la pression augmente jusqu'à ce que le bouclier thermique se fissure. Et si cela s'aggrave, toute la capsule peut brûler pendant la descente. C'est un risque qu'on ne peut pas prendre s'il y a un équipage à bord. À chaque refonte de ce système, ce n'est pas une affaire de quelques heures, mais de centaines de millions de dépenses supplémentaires. C'est pourquoi ce que la NASA a fait était assez controversé. Au lieu de modifier le bouclier thermique, ils ont changé la façon de revenir sur Terre.
Lors d'Artemis Sparks, ils ont utilisé ce qu'on appelle une rentrée par ricochet. Comme une pierre qui rebondit sur l'eau, elle entre dans l'atmosphère, en ressort, puis revient. On fait cela pour ralentir la capsule et réduire la force G sur l'équipage. Mais il y a un prix à payer. Pendant le rebond, l'exposition à la chaleur dure plus longtemps et plus de gaz s'accumule à l'intérieur. Cela signifie que cela aggrave encore le problème du bouclier thermique. À ce stade, c'est clair. La course vers la Lune n'est pas seulement une question de distance. C'est une bataille contre les risques, les défis technologiques et les coûts. Et plus le retard dure, plus une question devient pressante. Jusqu'à quand peut-on financer un rêve aussi coûteux à réaliser ? Pour Artemis II. Un grand changement. Au lieu d'utiliser l'ancien plan appelé « rentrée par ricochet », ils vont opter pour un retour sur Terre plus direct et plus raide. Ce sera plus éprouvant pour le corps des astronautes. La force G se fait plus sentir, c'est plus fatigant, mais le bouclier thermique et l'équipage sont mieux protégés. Cela semble un simple compromis. La difficulté est temporaire. En échange, il y a une plus grande chance de rentrer vivant. C'est un grand ajustement pour la mission. Mais ce n'est pas encore le plus surprenant. Le pire est venu après. L'alunissage a été annulé. Dès le début, le plan d'Artemis était clair. Artemis Prime devait prouver que la fusée et le vaisseau spatial pouvaient atteindre la Lune. Artemis II emmenait les astronautes et testait tous les systèmes en orbite autour de la Lune. Artemis III, véritable alunissage. C'était censé être le point culminant, le retour de l'homme sur la Lune après plusieurs décennies. Pendant 9 ans, c'est ce qui avait été promis. C'est aussi la raison pour laquelle le financement a continué sans interruption. Mais en février 2026, tout a soudainement changé. L'alunissage a été retiré de Artemis III. À la place, cela a été transformé en une mission de 30 jours qui se déroulera uniquement en orbite terrestre. Un test complet des systèmes. Plus de Lune, pas encore. Pourquoi ? 2 raisons, la sécurité et la complexité. Selon un panel indépendant de sécurité, le risque de l'ancien plan était beaucoup trop élevé. Ils ont même appelé cela un risque technique cumulé. Cela signifie qu'il y a trop de nouvelles choses à faire en même temps. Et c'est dangereux. Pour pouvoir atterrir sur la Lune, la capsule Orion doit d'abord s'amarrer au Starship de SpaceX. C'est le véhicule qui descendra à la surface. Mais le Starship n'est pas une simple fusée. Il est immense. Et avant même de pouvoir partir vers la Lune, il doit d'abord être ravitaillé en carburant dans l'espace à l'aide de plus d'une douzaine de vols de ravitaillement. Imagine ça. Chaque lancement a un coût. Chaque mission de ravitaillement ajoute des millions. Et chacune comporte des risques. La NASA s'est rendu compte que si elle faisait toutes ces premières fois en même temps, c'était comme si elle misait tout le programme sur une seule mission. En cas d'échec, l'équipage serait perdu. Mais aussi la confiance du public, les autorisations budgétaires et le soutien politique. Voilà pourquoi ils ont changé de stratégie. Au lieu de tenter immédiatement l'alunissage, ils sont d'abord revenus à une approche plus sûre. Comme lors d'Apollo 9 en 1969, ils resteront d'abord près de la Terre. C'est là qu'ils testeront l'atterrisseur, l'amarrage, la communication et le système de survie. En 2027, Artemis III effectuera un amarrage entre Orion et soit le Starship de SpaceX, soit l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin, ici même en orbite terrestre. C'est plus sûr, plus contrôlé, le risque est plus faible et il est plus facile de maîtriser les coûts en cas de problème. Mais ce n'est pas seulement le plan de mission qui a changé. Pendant de nombreuses années, la NASA a prévu de mettre le SLS à niveau pour en faire la version Block 1B, en utilisant un nouveau module supérieur appelé EUS. Mais cela a été critiqué depuis longtemps. Avec les retards, les coûts augmentent. C'est pourquoi, sous la direction de Jared Isaacman, cela a été annulé. Cela inclut également les améliorations Block 1B et Block 2. C'est une grande décision, mais la raison est claire. Contrôler les coûts et progresser plus rapidement. Une meilleure solution. Le Center 5 de United Launch Alliance sera utilisé comme nouveau étage supérieur à partir d'Artemis 4. Il n'est plus nécessaire de repartir de zéro. Il existe déjà. Il a déjà fait ses preuves. C'est moins cher que de créer un nouveau système. Plus rapide à utiliser. Et en plus, c'est compatible avec l'infrastructure de lancement actuelle. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de dépenser un autre milliard juste pour améliorer la rampe de lancement. C'est la nouvelle direction. Standardiser. Et réduire l'intervalle entre les lancements. De une fois tous les 3 ans, leur objectif est de passer à une fois tous les 10 mois. Dans l'industrie spatiale, la rapidité est directement liée au coût et à la concurrence. Si tu es lent, tu coûtes plus cher. Maintenant, la question est la suivante. Si Artemis III n'atterrit plus, quand aura vraiment lieu le véritable retour sur la Lune ?
La réponse Artemis 4, objectif début 2028. C'est encore loin, mais ça vaut la peine d'attendre. Contrairement à Apollo qui a atterri près de l'équateur, la cible maintenant est le pôle sud de la Lune, un endroit qui reçoit très peu de lumière du Soleil. Parce que l'inclinaison de la Lune est très faible, seulement environ 1,5 degré, le Soleil reste bas à l'horizon. Certains endroits sont dans l'obscurité depuis des millions d'années. Ombre permanente. Et à l'intérieur de ces ombres, il est possible qu'il y ait de la glace. Et s'il y a de la glace, il y a de l'eau. Et s'il y a de l'eau, il y a du carburant, il y a de la vie, et il y a des opportunités. C'est là que réside la véritable raison pour laquelle l'homme veut retourner sur la Lune. Ce n'est pas seulement de l'exploration. C'est un investissement pour l'avenir, les ressources spatiales, la production de carburant, et peut-être une nouvelle économie en dehors de la Terre. Et si cela réussit, ce n'est pas seulement la science qui changera, mais aussi le cours du monde entier. Ces endroits sont appelés régions perpétuellement ombragées, ou PSRS. À l'intérieur de ces cratères, il n'y a presque pas de lumière du Soleil. À cause de cela, la température descend jusqu'à près de moins 240 degrés Celsius. C'est encore plus froid que la surface de Pluton. C'est ici que commence ce qu'on appelle la ruée vers l'or du XXIe siècle, mais ce n'est pas de l'or qu'on cherche, c'est de la glace. À l'intérieur de ces cratères sombres, la Lune agit comme un congélateur naturel depuis des milliards d'années. La glace apportée autrefois par les comètes et les astéroïdes est restée intacte. Elle n'a pas fondu, elle n'a pas disparu. Et ce n'est pas seulement une simple curiosité scientifique, c'est une ressource extrêmement précieuse. Une fois cette glace récupérée, elle peut être séparée. L'oxygène pour respirer, l'hydrogène pour le carburant des fusées. Cela signifie que la Lune pourrait devenir comme une station-service dans l'espace. Si cela se produit, le coût des missions futures diminuera. Il ne faudra plus tout apporter de la Terre, ce sera moins cher, plus efficace et évolutif. C'est ici que la véritable valeur de la Lune devient claire. Ce n'est pas seulement une destination, c'est un centre d'investissement. Pour explorer cet endroit, Artemis 4 apportera des instruments avancés. L'un des plus importants est le DUSTER, ou Dust and Plasma Environment Surveyor. La poussière lunaire peut sembler être de la simple poussière, mais c'est l'un des ennemis les plus dangereux pour les astronautes. Ce n'est pas comme la poussière sur Terre. Elle est composée de petits morceaux tranchants de verre volcanique. Et à cause de l'effet du vent solaire, elle porte aussi une charge électrique. Elle colle à tout. Sur la combinaison, sur l'équipement et sur les joints, elle endommage progressivement les différentes parties. Et lorsqu'elle est inhalée, elle est toxique. Ceci représente non seulement un risque pour la sécurité, mais aussi un coût de maintenance et de réparation supplémentaire. Le DUSTER sera placé sur un petit rover autonome appelé MAP. C'est lui qui observera comment la poussière se comporte lors d'un atterrissage ou lorsque les astronautes marchent. C'est important car chaque mouvement sur la Lune a un impact sur l'équipement et sur le coût de la mission. La mission inclut également la station sismique du pôle Sud, ou SPSS. C'est un appareil qui écoutera les mouvements de la Lune. Il mesurera les séismes lunaires et l'impact des météorites. Les astronautes utiliseront également un outil appelé Tampere. Il crée des vibrations contrôlées dans le sol, un peu comme une échographie de la Lune. Grâce à cela, on pourra savoir s'il y a de la glace cachée en dessous. S'ils en trouvent, ce sera une grande avancée économique. Cela signifie qu'il y aura une source d'eau et de carburant sur la Lune. L'un des endroits les plus intéressants est le cratère Shackleton. Il fait 21 km de diamètre et 4 km de profondeur. Ses bords sont très escarpés, la pente dépasse les 30 degrés. C'est un endroit parfait pour piéger des matériaux anciens comme la glace. C'est comme un coffre-fort naturel. Si l'on prouve qu'il y a suffisamment de ressources ici, la valeur de la Lune changera dans le monde entier. Ce ne sera plus seulement un site d'exploration. Cela deviendra un atout stratégique. Pour se déplacer ici, une simple fusée ne suffit pas. Il faut une nouvelle combinaison. La prochaine génération d'astronautes portera les combinaisons Aximu. Créée avec Axiom Space et Prada, cette combinaison améliore nettement les anciennes d'Apollo, qui étaient si rigides que les astronautes bougeaient difficilement. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus flexibles. Il y a une combinaison de parties rigides et d'articulations souples. C'est plus naturel, plus efficace, plus sûr. Cette combinaison est comme un mini-vaisseau spatial. Elle possède son propre système de survie capable de fonctionner même dans le froid extrême du PSRS pendant au moins 2 heures. Il y a un système de communication développé avec Nokia et un système de visière conçu avec Oakley. Le plus important, elle est conçue pour empêcher la poussière lunaire d'y pénétrer. Car parmi tous les dangers sur la Lune, la poussière est l'un des plus difficiles à contrôler.
La mission Artemis 3 sera le premier test de ces combinaisons dans le véritable vide de l'espace. C'est là qu'on saura si tout est vraiment prêt avant la prochaine grande étape prévue pour 2028. Au bout du compte, la direction est claire. Nous ne retournons pas sur la Lune uniquement pour explorer. Nous y retournons pour investir dans les ressources, la technologie et l'avenir de l'humanité. En raison de la nouvelle course à l'espace, l'enjeu n'est pas seulement d'arriver le premier, mais de bâtir la première économie au-delà de la Terre. Mais au-delà de toute cette science, il y a une histoire encore plus grande derrière le retour sur la Lune. Ce n'est pas seulement une question de découverte. Il s'agit de pouvoir. Une nouvelle course à l'espace est en cours aujourd'hui. Et ce n'est plus comme avant, les États-Unis contre la Russie. Aujourd'hui, le plus grand défi de la NASA, c'est la Chine. Malgré l'augmentation constante des coûts du programme Artemis, les États-Unis poursuivent leurs efforts. Seront-ils capables de tenir leur promesse de retourner sur la Lune ? Mais il y a une autre raison pour laquelle ils se dépêchent. Ils appellent cela une concurrence crédible. En d'autres termes, il y a un adversaire sérieux. Et la Chine, discrète mais constante, avance sans relâche. Elle atteint ses objectifs un à un. Ils ont déjà rapporté des échantillons de la face cachée de la Lune. Et leur plan est clair. Envoyer un homme sur la Lune avant 2030, c'est là que la compétition devient sérieuse. Les responsables américains redoutent ce qu'on appelle la prise de contrôle du secteur spatial. Cela signifie que si la Chine arrive la première au pôle sud de la Lune et y établit une présence permanente, elle pourra contrôler cet endroit. Et ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est là qu'on trouve de la glace. C'est là qu'on trouve le carburant du futur. C'est là que commencera la prochaine économie spatiale. Si cela arrive, le plan de la NASA pour Mars et d'autres missions pourrait être affecté. Ce n'est pas seulement un problème scientifique, c'est un problème économique et stratégique. C'est pour cela que la perception de la mission Artemis a changé. Ce n'est plus seulement une mission au service de la connaissance, c'est devenu une nécessité. Ils doivent gagner. En 1969, nous sommes allés sur la Lune car nous étions prêts à prendre des risques. C'était une course contre la montre et contre la Russie. Aujourd'hui, le combat est différent. Il ne s'agit plus d'être le premier à planter un drapeau, mais de bâtir une économie. Les changements du programme Artemis ne sont pas un hasard. L'utilisation du centre fait, les tests d'Artemis 3 en orbite terrestre et l'accent mis par Artemis 4 sur les ressources lunaires, tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Il ne s'agit pas seulement de revenir, mais aussi de rester et de gagner de l'argent, car atterrir sur la Lune ne suffit pas pour gagner. La véritable victoire revient à celui qui pourra établir un système reproductible et rentable. Le pôle sud de la Lune est l'une des cibles les plus importantes de tout le système solaire. Un endroit où l'histoire de notre planète est stockée. Et il est possible que le carburant du futur s'y trouve aussi. Oui, les délais sont plus longs maintenant, plus compliqués, plus coûteuses. Mais ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas seulement pour les 10 prochaines années, c'est une fondation pour les 100 prochaines années. Le 12 mars, le feu vert a été donné pour les préparatifs d'Artemis, 2 lancements prévus le 1er avril. Les astronautes sont déjà en quarantaine. Et la fusée est déjà de retour sur la rampe de lancement. Pour l'instant, une seule question demeure. Va-t-elle vraiment décoller ? Ou bien un autre retard va-t-il survenir dans l'un des combats les plus coûteux et les plus importants de notre époque ? À l'approche des prochaines missions, il devient de plus en plus clair que chaque étape ne concerne pas seulement l'avancée de la technologie, mais aussi la décision de savoir où allouer des ressources limitées. En raison de l'ampleur des dépenses, chaque erreur affecte le programme et toute l'industrie de l'exploration spatiale. C'est pourquoi chaque mouvement doit être planifié, calculé et avoir un objectif clair. Au final, malgré les problèmes technologiques, l'augmentation des coûts et les fluctuations politiques qui obligent à modifier tout le plan de retour sur la Lune, il restera toujours quelque chose de spécial à revoir un alunissage, surtout pour ceux qui n'ont pas connu la première fois. Un moment qui n'est pas seulement pour la science mais pour le monde entier, et peut-être que c'est aussi l'occasion de voir jusqu'où l'humanité peut vraiment aller. Pas haut,